Sophie Marinopoulos, vous êtes psychologue, psychanalyste, fondatrice du concept d'accueil parents-enfants Les Pâtes au beurre. Vous êtes spécialiste des questions de l'enfance et de la famille. Vous avez été expert de la commission des 1000 jours, experte au comité d'interface de périnatalité de Santé publique France. Et comme l'a rappelé la ministre, vous avez proposé une stratégie nationale pour la santé culturelle, promouvoir et pérenniser l'éveil culturel et artistique de l'enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent. Vous l'avez donc proposé au ministère de la Culture et on connaît l'impact de ce rapport pour notre politique. Vous allez nous parler aujourd'hui des territoires, des espaces, des territoires sensoriels de l'enfant. Voilà. Merci beaucoup Aurélie de cette présentation et puis c'est l'occasion aussi de vous remercier pour votre présence fidèle à mes côtés pendant tout ce rapport qui a été à certains moments difficile. Je le dis régulièrement, quelques petits moments d'effondrement devant le travail à faire. Et puis j'ai aussi été beaucoup soutenue par beaucoup d'entre vous qui êtes là. Finalement, on est un peu entre amis. J'ai vu beaucoup de têtes communes. Sylviane disait, c'est un peu comme une boum. On se retrouve les copains. C'est un peu ça, Sylviane. Et ça fait très, très, très plaisir. Et donc... bonjour mesdames et messieurs, et puis oui, des remerciements multiples bien sûr, puis l'honneur d'avoir, on a une collègue de Pistoia qui vient jusqu'à nous, c'est vraiment un honneur, merci à vous. D'ailleurs, regardez, je ne vous mentais pas, Pistoia sur le bureau. Je ne savais pas que vous seriez là, mais aussi Barcelone, voilà, nous sommes, c'est pour ça que je dis nous sommes entre amis, et je vais quand même dire quelques mots sur ma présence ici, aujourd'hui, puisque déjà 3 ans sont écoulés depuis mon rapport, et rappeler quand même que je suis une soignante à l'origine. Je suis psychologue et psychanalyste, je me suis spécialisée pour les très jeunes enfants, et j'ai longtemps travaillé en maternité et dans des centres médico-psychopédagogiques pour ensuite créer un lieu dont Aurélie vient de nous parler, qui est un espace pour les familles, un espace gratuit, anonyme et sans rendez-vous, où les familles peuvent venir avec ou sans leurs enfants et sans limiter l'âge de l'enfant. C'est une façon de dire aux parents de ne jamais rester seuls avec leurs questions, leurs doutes, leurs préoccupations, et que nous sommes là pour les partager et pour les vivre ensemble et y réfléchir. Ce n'est pas un endroit où on donne des recettes. C'est un endroit où on essaye de penser pour cette famille-là, avec cet enfant-là, qu'est-ce qui peut être imaginable pour que les liens familiaux aillent bien. Donc, c'est mon métier, c'est une spécialité sur la santé des liens, la santé relationnelle, on pourrait dire la santé psychique, la santé mentale, chacun utilise ces mots. Et moi, je me suis lancée du côté de la santé culturelle. Et j'ai besoin de m'en expliquer. Je ne vais pas en parler du rapport en particulier, parce qu'on est nombreux aujourd'hui, en effet, à l'avoir partagé. C'est un rapport que j'ai écrit, que vous avez alimenté, nourri, et je ne vous remercierai jamais assez. Mais je crois que c'est ce que nous apporte l'éveil culturel et artistique. C'est vraiment un terrain de reliance. C'est un terrain d'amitié, c'est un terrain de reliance. Et on a tous les mêmes questions. Il paraît qu'appartenir à la même génération, ce n'est pas avoir le même âge, mais c'est se poser les mêmes questions. Ben, je pense qu'en effet, on se pose tous les mêmes questions pour nos enfants. Et on a parfaitement conscience, et on essaye de l'argumenter au mieux, comme on peut, là où on est, de dire, mais quand on prend soin d'un bébé, quand on prend soin de son parent, quand on prend soin du lien du bébé à son parent, on prend soin de notre société, donc on prend soin de nous tous, et c'est absolument central. Donc j'ai démarré ce rapport en disant, mais finalement, qui sommes-nous, nous les humains, c'est quoi notre histoire particulière? Et je suis partie bien sûr du côté de ce qui nous caractérise le plus, c'est que nous avons besoin d'un autre. On ne peut pas se débrouiller tout seul. Winnicott disait, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Oui, nous sommes des petits néothènes. Quand on est dépendant. Et ce qui nous caractérise, c'est le lien à. Et vivre, c'est vivre avec. Donc c'est une pépite que de prendre soin du lien. Et c'est véritablement l'attention qu'on doit apporter, mais pas quand l'enfant est grand, quand l'enfant déjà arrive au monde. Donc c'est une attention permanente. Et en même temps, vous voyez, je dis une évidence, vivre, c'est vivre avec. Un bébé tout seul, ça n'existe pas. Il ne va pas pouvoir grandir et vivre, s'épanouir s'il n'y a pas un autre qui prend soin de lui.
on a passé l'été encore avec des drames abominables, des faits divers de bébés oubliés dans la voiture. Oubliés dans une voiture. Oui, on oublie qu'un bébé ne peut pas enlever sa ceinture, qu'un bébé de la voiture et qu'il ne va pas sortir s'il a trop chaud. Non, il va en mourir. Et c'est véritablement de ça dont on parle. C'est de la part vivante de ce qui nous anime. C'est de pouvoir nourrir ces liens précoces et de accompagner le processus d'autonomie. C'est ça nos histoires humaines. C'est d'accompagner ces processus d'autonomie. On part toujours de la vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas un fait, c'est un processus, c'est une construction. On part de la vulnérabilité pour devenir autonome. Et d'ailleurs, toutes nos politiques publiques tendent à prendre à leur charge, en compte, la vulnérabilité de chacun et de pouvoir y répondre pour qu'on puisse vivre correctement ensemble. Donc c'est ce processus qu'on accompagne. Et quand on décide de s'engager auprès des tout-petits, quand on décide de s'engager auprès des bébés, eh bien, en effet, on veut les accompagner, on essaye de les accompagner pour qu'ils se construisent en tant que sujet, c'est-à-dire qu'on va susciter leur processus de subjectivation. On va les accompagner pour qu'ils puissent être touchés par des rencontres, parce que c'est ça, grandir, c'est faire des rencontres humaines et non humaines, c'est rencontrer le monde du vivant, le monde animé et inanimé, et c'est pouvoir être touché, traversé, c'est ça la culture. Donc comment on accompagne nos bébés pour qu'ils s'éveillent? Comment est-ce qu'on répond à leur appétence à devenir autonome? Comment est-ce qu'on est là, complètement là? Et vous avez entendu tout à l'heure Anne-Laure Rouxel, magnifique danseuse chorégraphe que je salue, pour tout ce qu'elle fait depuis si longtemps. On a entendu son émotion et on la comprend. Après, bien entendu, la question des écrans, ça fait partie de notre génération. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose avec. Il va falloir qu'on essaye de penser ensemble et de voir comment est-ce qu'on ne prive pas nos enfants de ce processus d'humanisation, de cette présence humaine qui ne sera jamais remplacée par une quelconque technique. Mais facile à dire, encore une fois, pas facile à prendre en compte. Donc notre attention, comme je disais, on est entre amis, c'est-à-dire qu'on est tous dans ces préoccupations et l'objectif aussi d'être ensemble aujourd'hui, c'est surtout de repartir avec de nouveaux mots peut-être, de nouveaux regards, et puis un peu gonflés pour argumenter, sans cesse argumenter sur le terrain, parce que ça ne va pas de soi. Et toutes ces évidences qu'on est en train de se dire sur l'éveil culturel et artistique de nos tout-petits, c'est essentiel. Il faut les nourrir précocement, dès la crèche, dès les premières minutes de leur vie. Moi, je suis élue sur un territoire, je peux vous dire que c'est pas si simple et les élus ne sont pas forcément sensibles à cette question-là, à la question de l'enfance et à de ses besoins fondamentaux qui sont du côté de l'éveil. Et quand il faut que ça coûte, parce que derrière il y a ça, eh bien, il va falloir avoir les arguments et il va falloir y aller. Et quand on est accompagné, c'est-à-dire que quand moi je vais sortir et que je sais que je suis accompagnée par votre salle, eh bien, je n'aurai pas les mêmes arguments que quand je suis toute seule. C'est-à-dire, je sais qu'on y va ensemble. Et il faut que chacun nous puissions vivre ça si on veut faire avancer notre société et si on veut justement défendre la question de ce qui peut entraver, priver de la relation ou priver de la qualité des liens pour un tout petit. Donc, j'ai vu l'abstract et je me suis dit, waouh, on est super ambitieux. Hein. Éveil culturel et artistique, aborder la place du jeune enfant et de son parent partout. Allez, open bar, on y va. Hein, c'est quand même... mais c'est bien d'être ambitieux. C'est ça qui nous anime. Moi, c'est ça que j'aime dans... J'ai envie de dire ce réseau autour de l'éveil culturel et artistique. Il y a quelque chose comme ça, d'un élan, un peu à l'image d'ailleurs de l'appétence des bébés. Peut-être pour ça hein, qu'on aime bien nous travailler avec les bébés, parce qu'ils sont dans cette appétence, ils sont dans la demande. Et ça nous anime. Alors, on a un peu de travail, hein, on ne va pas dire qu'il n'y a rien à faire, on a un peu de travail, mais comme la journée est très vivifiante, j'avais envie de commencer avec Cynthia Fleury en disant, je la cite, hein, développer un projet censé être ancré dans un territoire sans connaître les ressorts de celui-ci, ses identités, ses récits, ses blessures, ses rythmes vitaux, le voue au hors-sol. La greffe ne prend pas. Donc, attention à ce premier écueil, ne soyons pas hors-sol. Connaître, dit-elle, ne signifie pas se soumettre au connu, mais c'est comprendre ceux
qui demeure ici et maintenant, et comment, de manière furtive et homéostasique, se transforme en condition de possibilité du réel à venir. Donc, elle nous amène sur un travail d'enquête qui doit associer à la fois les parties prenantes et qui, au-delà des connaissances, fait émerger un processus de récit. D'ailleurs, la question du processus du récit, quand j'ai fait mon rapport, à l'époque, donc, Madame Nyssen était ministre, elle connaissait mes travaux, je lui avais dit que j'étais alarmée par la mauvaise santé de nos enfants, la mauvaise santé relationnelle, et ça c'était une observation clinique qui a rencontré d'autres observations cliniques, et aujourd'hui il n'y a pas une semaine où on n'a pas un sujet sur la mauvaise santé mentale de nos enfants et de nos jeunes, donc on ne s'était pas trompé. Quand je l'appelais à faire attention que ce pays d'opulence est aussi un pays qui porte une malnutrition culturelle, c'est-à-dire que nos enfants sont de moins en moins éveillés dans des liens de qualité qui les accompagnent pour que justement ils puissent construire une vie intérieure de qualité et devenir un citoyen du monde. Quand je l'alertais là-dessus, il y a eu toute une partie du rapport qui était sur les travaux scientifiques qui sont importants, et je ne peux que vous encourager à lire et à lire encore les auteurs qui nous aident à penser. Mais il y avait une partie sur les travaux scientifiques et une partie sur les expériences des artistes, des associations culturelles qui depuis si longtemps essayent de faire passer cette idée de l'importance de l'éveil culturel et artistique de nos tout-petits. C'est-à-dire que c'était à égalité. Ce n'est pas les théories, ce n'est pas le scientifique qui prouve. C'est aussi l'expérience, le récit de l'expérience. Et ça, il faut insister, le dire et le redire, parce qu'on nous demande sans cesse de prouver scientifiquement tout ce qu'on énonce. Mais c'est aussi l'expérience qui le prouve, le dire. Donc là, c'est d'ailleurs ce qu'on nomme les savoirs expérientiels. C'est-à-dire qu'il faut intégrer, quand on veut faire un projet, il faut intégrer les paroles singulières. C'est une sorte d'éthique narrative. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que la médecine s'est lancée dans la médecine narrative. C'est-à-dire qu'elle commence à recueillir les paroles des patients. Et c'est un savoir qui leur permet d'améliorer les différents dispositifs qu'ils mettent en place à l'hôpital, par exemple. Et je pense j'avais entendu dans un interview un architecte qui racontait comment Alvar Aalto, qui est un grand architecte finlandais, il s'était cassé la jambe et il a été hospitalisé pendant un moment. Et en fait, il a remarqué, par exemple, que quand il était allongé dans son lit, il ne voyait pas l'extérieur. Il ne voyait pas les arbres, il ne voyait pas les fleurs, il ne voyait pas tout ce monde vivant qui l'entourait. Et qu'il allait beaucoup mieux quand il pouvait le voir. Et puis, il remarquait que finalement, quand il allait en salle de rééducation, quand il fallait qu'il descende en salle de rééducation, et quand il fallait qu'il remonte de la salle de rééducation, il a remarqué qu'il n'utilisait pas la rampe de la même manière. Et à partir de ce savoir expérientiel, cette connaissance, mais dans un éprouvé du corps, l'importance du corps dans nos vies, il a pu imaginer autrement la hauteur des vitres dans les hôpitaux, la manière de penser les rampes, c'est-à-dire qu'en fait, il a joué sur ces normes, et donc il a pris soin. Donc c'est déjà commencé par ça, c'est-à-dire inventer une architecture qui va dans le sens d'une meilleure habitabilité, ou inventer un espace qui va dans le sens d'une meilleure habitabilité, ou un lieu. Donc on pense la relation. Systématiquement, on est en train de penser la relation. Mais attention, quand on pense la relation, ça veut dire qu'on prend bien en compte qu'on veut habiliter l'autre à entrer en relation. C'est ça, la relation. C'est comment, et pour le bébé, c'est une question centrale pour nous, comment on l'habilite à être un être de relation. Il en a l'appétence, il ne cesse de nous le dire, mais comment nous, on le met dans cette situation-là. Donc, ça nous rappelle une chose que l'on connaît tous, c'est que le bébé n'est pas passif du tout. Le bébé humain, ce n'est pas un être à remplir. On va le remplir de compétences, le mot à la mode. Le bébé, c'est un acteur à part entière de sa croissance. Et il a besoin qu'on le prenne en considération.
C'est vraiment un changement de regard. Les Canadiens parlent souvent il faut changer nos lunettes. Alors peut-être. Mais en tous les cas, pour faire la démonstration de sa vivacité, de son expertise, je me suis dit, puisqu'on parle des lieux, puisqu'on parle des lieux, des espaces, moi j'ai envie de commencer par l'utérus. Bon, après tout, on y a tous été, mais on ne s'en souvient pas. L'amnésie infantile a fait son boulot. Parce que quand même, aller réfléchir à comment ça vit dedans, comment ça pense dedans. Ça pense, au fait, un bébé en intra-utérin. En tous les cas, il y a des gens qui se penchent là-dessus. Et la vie prénatale, on le sait, elle se structure en lien avec le rythme du battement du cœur de la mère, avec les bruits que fait son corps. On sait qu'à 28 semaines, il est sensible à la stimulation auditive, que la voix maternelle, elle est très intéressante parce qu'elle a une conduction extérieure et intérieure. C'est la seule. Les autres viennent de l'extérieur. La voix de la mère vient des deux, de l'intérieur et de l'extérieur, et elle passe par le corps, elle passe par les tissus abdominaux, elle passe par le liquide amniotique, par l'intermédiaire de la colonne vertébrale et des ailes du bassin. Et il y a une psychanalyste qui s'appelle Suzanne Maiello qui dit que le fœtus vit le son comme un contact. Les ondes sonores de la voix créent des impressions infimes mais distinctes sur le tympan et la peau, de sorte que les vibrations sont senties et entendues. Le bébé, le jeune enfant, ils ont en commun cette écoute vibratoire dans un corps à corps. Et Suzanne Maiello parle d'objets sonores. Elle dit « J'ai appelé objet sonore l'ensemble des réminiscences prénatales de qualité sonore et rythmique que l'enfant conserve dans sa mémoire après la naissance. Pour elle, le son est solide. » Donc on voit que ce bébé-là, elle va même jusqu'à dire « Il n'est pas seulement récepteur, il réagit. Il est en réaction, il est en relation. Il n'entend pas seulement, mais il écoute. » Elle y va fort, hein ? Pourquoi pas ? Il y a une préconception de l'altérité qui l'entoure. D'ailleurs, il y avait une intuition de Freud en 1926 qui disait que la vie intra-utérine et la première enfance sont bien plus un continuum que la césure de la naissance ne nous laisse croire. Donc cette atmosphère sensorielle, c'est une musicalité. C'est un territoire corporel sensoriel. C'est pour ça que je parle du territoire sensoriel. Et comment on favorise les rencontres sensorielles, sachant que les bébés, eux, ils entendent la musique de la parole, mais pas seulement. Ils entendent la musique des corps, ils entendent la musique des espaces, des lieux. Et sur ce sujet, je ne peux pas m'en empêcher, je le fais assez régulièrement, mais c'est un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur sur la question justement de la vie sensorielle, c'est de vous parler de Jacques Lucéran. Je vais prendre juste 2-3 petits mots qu'il nous dit. Jacques Lucéran, pour ceux qui ne le connaissent pas, il lui est arrivé un accident terrible quand il était enfant, il était à l'école, il était en CE2, il a été poussé par un copain, il est tombé sur la table de son maître, il était projeté en avant et il portait des lunettes, les lunettes ont détruit ses yeux, il est devenu aveugle. Donc à l'âge de 8 ans, cet enfant a perdu la vue. C'est un homme incroyable qui n'est pas du tout connu pourtant. Il est rentré dans la résistance. Il n'avait pas 18 ans qu'il était déjà chef de la résistance. Il a été arrêté par la Gestapo. Il a été interrogé. Il a été déporté à Buchenwald en 1944. Donc cet homme, il a survécu à cet enfer. Donc voilà, c'est quand même un parcours incroyable. Et donc quand il est devenu aveugle. Alors, il raconte plein de choses, je ne vais pas vous lire le bouquin, on n'a pas le temps. Mais quand même, écoutez ça, c'est incroyable. Il dit « Comment avais-je pu vivre jusque-là sans savoir que tous les objets du monde avaient une voix et parlaient ? Non seulement les objets réputés parlants, mais les autres, les portes cochères, les murs des maisons, les planchers, l'ombre des arbres, le sable, le silence. » Pourtant, avant mon accident, j'aimais les sons, mais je ne les écoutais pas. Depuis que j'étais aveugle, je ne pouvais plus faire un geste sans provoquer une avalanche de bruit. Si j'entrais dans ma chambre le soir, dans cette chambre où autrefois je n'entendais rien, la petite statuette de stuc sur la cheminée pivotait d'un 10e de tour. J'entendais son frottement dans l'air aussi léger que celui d'une main qu'on agite. Je faisais un pas, le plancher pleurait, ou bien il chantait. Et cette chanson se communiquait de pièce de bois en pièce de bois jusqu'à la fenêtre qui me racontait la profondeur de la chambre.
on voit comment l'enfant est capable de mesurer la distance d'une pièce par le bruit des objets. Mais des objets, vous voyez l'incroyable finesse. Il savait si la porte était poussée par un courant d'air ou par une main. Ce n'était pas le même bruit. Le plus petit renfoncement dans les murs avait une manière de se faire entendre à distance et de modifier toute la pièce. À cause d'un recoin d'une alcôve, l'armoire chantait ou pas. Voilà, donc j'ai dit que je n'allais pas lire le bouquin, je ne vais pas le lire, hein, mais juste dire que les sons, pour lui, avaient une particularité toute semblable à celle de la lumière. Ils n'étaient ni au-dedans ni au-dehors. Ils me traversaient. Ils me donnaient ma position dans l'espace. Ils me reliaient aux choses. Ils ne fonctionnaient pas comme des signaux, mais comme des réponses. C'est vraiment incroyable. Et un bruit, dit-il, les bruits inutiles, ça le dérangeait énormément. Un bruit que nous n'écoutons pas est un coup porté contre notre corps et contre notre esprit. Et c'est justement parce qu'un bruit n'est pas un événement qui se produit hors de nous, mais une réalité qui passe à travers nous et qui y reste, à moins que nous ne l'entendions complètement. Donc vous voyez, on peut se poser beaucoup de questions sur la question justement de la sensorialité, et là sur l'audition, parce qu'on est quand même dans un monde, dans une société technicienne, hein, où le culte du bruit est quand même très présent. On est une civilisation du bruit. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas amputer la subjectivité des tout-petits? Ça, c'est là aussi une vraie question pour nous. Donc, ce bébé en intra-utérin, il perçoit les sons, il a des capacités tactiles, il a des expériences gustatives, perception proprioceptive, il réagit, il est là. Il se nourrit des stimuli sensoriels. Deuxième exemple, un peu différent, mais j'avais envie de lui rendre hommage pour une raison très simple, c'est à Françoise Dolto, parce que j'étais dans une conférence il n'y a pas très longtemps, et quand j'ai demandé qui connaissait Françoise Dolto, j'ai eu un peu de peine quand même, hein, parce qu'il n'y a pas eu grand monde qui a levé la main. Oui, il faut quand même que vous le sachiez. C'était une grande dame. Alors, elle a été attaquée, critiquée, comme tous les gens qui pensent trop fort. Elle pensait trop fort, Françoise Dolto. Toujours est-il qu'il y a une pratique que nous utilisons tous et que nous lui devons et que nous avons complètement oubliée et qui part du bébé et qui part justement de tout l'éveil sensoriel du tout petit. C'est la question de l'odeur, qui dans son évanescence, c'est un corps d'image, un corps de lien, une mémoire, une histoire de mots à venir. Et Françoise Dolto, un jour, reçoit un coup de fil d'un père de famille dont la femme a été hospitalisée en urgence. On est en pleine guerre de 39-45, de la Deuxième Guerre mondiale. Et il veut lui amener son bébé parce que ce bébé refuse de manger. Et elle lui dit non, vous n'allez pas traverser la France avec un bébé sous les bombes, il n'en est pas question. Vous allez aller prendre un tissu de la mère, vous allez entourer le cou du bébé et vous allez lui donner le biberon. Ce qu'il a fait, et l'enfant s'est remis à se nourrir. Et elle dit, j'ai fait l'hypothèse que ce nourrisson était attaché à sa mère par une image olfactive. Elle a toujours recherché, Françoise Dolto, la restitution de la continuité symbolique d'un tout petit. Et elle partait d'une hypothèse que le bébé pouvait vivre des brisures symboliques. Alors, c'est un concept très compliqué, je ne sais pas maintenant qu'on va rentrer dans l'affaire, mais vous voyez comment une praticienne, elle travaillait avec les enfants, nous a offert un concept qui aujourd'hui est dans toutes les pratiques hospitalières de crèche, partout. La question de l'odeur de la mère, donnez-lui un doudou, donnez-lui quelque chose de la mère, est restée. Donc, elle partait du territoire corporel sensoriel du tout petit pour construire un territoire de soins à l'enfant. C'est là que je veux vous amener. Comment est-ce que nous, on arrive à penser l'éveil culturel et artistique comme un territoire de soins qui répond à ce territoire sensoriel du tout petit? Comment est-ce qu'on fait un climat de soins? Patrick Bouchain, dans son plaidoyer, son manifeste, La preuve par 7, définit ce manifeste comme un climat de soins. Il dit « La preuve par 7 consiste à accompagner les porteurs de projets urbains d'équipement, d'habitat, sur cette échelle de territoire. » Et donc, le manifeste vise à expérimenter de nouvelles façons de construire afin de faire évoluer les usages.
C'est exactement de ça dont il est question. Faire évoluer les usages, c'est prendre soin de nos enfants avec les connaissances qui se multiplient aujourd'hui. L'enfant d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. C'est pas que c'est lui qui a changé, c'est le fait que, en effet, nos connaissances, notre approche du tout petit a changé. Ce qui fait qu'autrefois, on avait une manière de penser les lieux pour les enfants qui n'est plus le même aujourd'hui, mais c'est une très grande difficulté de pouvoir faire évoluer nos institutions, nos lieux et nos espaces en fonction de ces besoins. Alors le climat de soins, il peut prendre appui sur différentes choses. En tous les cas, moi j'ai beaucoup pensé au concept d'élaboration imaginative, qui est une activité interne de l'enfant, et plus généralement d'ailleurs de nous tous. Mais c'est ce qui le rend vivant, c'est ce qui lui permet de saisir, de percevoir, d'apercevoir, là on est dans le conscient, de façon créative et absolument individuelle et subjective, le monde, aussi bien interne qu'externe. Et le parent, c'est là où il est essentiel, et l'éveil culturel et artistique s'adresse à l'enfant dans le lien à son parent, et au parent dans le lien à son enfant. Le parent est celui qui permet au bébé d'espérer quelque chose de ce monde. Le bébé qui reçoit des soins et de l'éveil se dit « Ah oui, je peux faire quelque chose de ce monde ». Ça s'appelle l'espérance. Quand on pense des espaces et des lieux pour nos tout-petits, on porte cette espérance, c'est-à-dire qu'on a entendu quelque chose de leur appétence et on leur donne les moyens de s'engager, d'y venir, d'aller dans leur vie. Donc créer les conditions pour que cet enfant s'engage, c'est au cœur de notre réflexion. Et juste une parenthèse sur l'espérance, je vois Aurélie qui s'agite, j'ai le temps. Moi j'ai commencé en retard. C'est quoi cette castration en plein milieu de mon... Je vais me dépêcher. Oui, je me dépêche. Mais la question de l'espérance, quand même, si. Nos jeunes sont désespérés. On le sait. Ça fait partie des problématiques d'aujourd'hui. Ça fait partie du défi sanitaire que nous relevons. Et nous avons décidé, nous qui nous occupons des bébés, de le relever en disant non, cette génération qui arrive, nous allons les faire grandir dans l'espérance. Et oui, ils ont un rôle à jouer. C'est pas vrai que tout est foutu. On ne peut pas dire ça à nos enfants. C'est pas possible. Non, d'ailleurs, vous avez entendu que le plus jeune, le petit Orphée qui a 2 mois, qui est mon petit-fils qui vient m'écouter aujourd'hui, merci Orphée, merci à tous les Orphées qui nous écoutent, nous portons l'espérance pour vous. Donc, je vais dire quand même encore, dis-moi combien de temps j'ai eu ? 5 minutes ? Non mais c'est dingue. Ok. Ah, il y aura des questions, d'accord. Ok. Alors, 2 choses qui... L'élaboration imaginative, 2 choses qui me tiennent à cœur dans ce qu'on sait, dans ce qu'on connaît du développement de l'enfant. 1, le fait que le jeune enfant fonctionne d'emblée sur la base d'une perception amodale, c'est-à-dire qu'il change, il interchange ses sens. Et ce point-là, il est absolument fondamental parce que quand on parle d'exploration comme une nourriture, il faut être très vigilant à ne pas se concentrer uniquement sur une exploration sensorielle visuelle. C'est important parce que nous sommes passés du côté du visuel au détriment des autres sens. C'est tout à fait la leçon de Jacques Lucéran. Comment est-ce que tous nos sens sont mis en éveil ? Donc cette première chose, et ça nous permet de lutter donc contre ce que Baptiste Morisot appelle la crise de la sensibilité. Pour lui, la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de la sensibilité. Nous ne sommes plus sensibles à... ce qui, évidemment, nous prive d'empathie, qui nous prive d'un certain nombre de ressources internes qui nous permet de vivre les uns avec les autres. La deuxième chose, c'est que les premières relations avant le langage, et ça c'est à Maya Grati que nous le devons, permettent l'édification de celui-ci. Bien sûr, beaucoup de chercheurs ont travaillé sur le langage, mais je trouve qu'elle a une fluidité dans ses propos qui nous permet de comprendre que le bébé prépare sa base langagière grâce aux expériences sensorielles répétées qui favorisent les expériences affectives, émotionnelles, motrices, ludiques. Donc, il n'y a pas de prédisposition au langage, mais il y a une expertise acquise au cours d'interactions sociales qui sont rendues possibles par le truchement d'une appétence
relationnelle intrinsèque chez le bébé et sa reconnaissance tacite par l'adulte qui met en œuvre les éléments d'étayage nécessaires au développement du langage. C'est clair, le bébé, en fait, va pouvoir construire son langage parce qu'il bouge, parce qu'il rencontre, parce qu'il s'éveille de manière polysensorielle. Donc, quand on demande à nos enfants à l'école, à 3 ans à l'école maternelle, de ne pas bouger pour écouter, mais comment voulez-vous qu'ils pensent? Mais oui, je vous ai dit au début, il y a du boulot. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Montpellier, je ne devrais pas dire, mais bon, j'étais visiter un musée avec mes petits-fils, 2 ans et 4 ans. Ça se passait pas trop mal au départ, mais on était tellement poursuivis par le monsieur qui avait peur, et je le comprends, qu'on abîme, que les 2 petits ont commencé à jouer à cache-cache avec lui. Ça a été infernal. Infernal. On n'était pas sur le même jeu. Lui, il était terrorisé. Alors moi, j'étais liquéfiée, et eux, ils étaient persuadés que le monsieur voulait jouer à cache-cache. Voilà, le genre de truc. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'un enfant qui bouge, c'est un enfant vivant et c'est un enfant qui pense. Donc il faut s'en rappeler. Donc le bébé, il vit pleinement ses expériences et il fait des enquêtes sans cesse. Il cherche à traduire. Il cherche à traduire tout ce qui peut l'amener à une compréhension. Sa vie de bébé, c'est d'engranger des signes, de faire des liens qui lui permettent de commencer à écrire une histoire, la sienne, aux prises avec son environnement. Nos lieux et nos espaces doivent porter cette dimension et nous devons voir grand pour nos petits. Et l'espace qui peut autoriser ou encourager peut aussi interdire ou décourager. Et en cela, l'espace est vivant. Et les bébés le savent bien. Donc, on a une responsabilité dans ces aménagements et dans la manière de les penser. Pas simplement quand on parle des lieux, c'est dedans, dehors. Hein. Je sais que nous sommes dans une culture occidentale où il y a la nature et la culture, mais ça nous est réservé. Hein. Quand vous allez dans d'autres cultures, la question ne se pose même pas. Les espaces, c'est de la transition. D'ailleurs, quand on va au Japon, hein, la question transitionnelle, la question de l'espace transitionnel est très importante. Pour venir, pour parler de cette intervention, j'ai presque fini Aurélie, ne t'inquiète pas. Pour parler de cette intervention, nous on en a parlé en famille. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi ça m'arrive régulièrement. Et j'ai sollicité un de mes fils qui est architecte, qui doit être quelque part dans la salle, qui a une agence, l'agence Parage, et il me dit, voilà, je lui demande des équipements. Il me dit, bah oui, mais nous quand on nous demande de créer quelque chose, on nous demande qu'il n'y ait pas de risque. On nous demande que les pièces aient des destinations précises. Et donc, finalement, se pose la question de l'homogénéisation des espaces. Et je trouve que c'est très intéressant, cette remarque des jeunes architectes ou des jeunes designers qu'on a entendus tout à l'heure. C'est comment ils nous disent, mais attendez, d'accord, mais nous, on est des créatifs, mais vous venez fermer nos espaces de créativité. Et donc, ça rappelle que le matériel, c'est existentiel. La ressource matérielle, c'est une ressource existentielle. C'est-à-dire que, oui, il doit pouvoir encourager et autoriser. Donc l'entre-deux, comme espace de créativité, est très important. Pouvoir vivre les habitats comme des équivalents psychiques, c'est très important. Essayer de ne pas toujours se tourner vers le visuel et pouvoir penser la pratique et la conception architecturale peut-être en repensant les fondamentaux du sensoriel, ça paraît absolument essentiel. Et je vais terminer avec Thierry Pacaud, qui est philosophe, qui est un professeur émérite à l'urbanisme. Et j'ai écouté une de ses conférences, et c'est une conférence qui disait « Prendre soin des lieux, des gens et des choses ». Et Thierry Pacaud, il évoque comment il n'a pas supporté le discours technocratique qui évoquait l'aménagement du territoire, et qu'il a alors préféré parler du ménagement du territoire, du prendre soin dans l'idée de se soucier dans une éthique de la sollicitude. C'est-à-dire qu'il voit que dans le prendre soin, on est immédiatement happé vers l'accueil, l'hospitalité, la confiance, la générosité. Comment nous développons des capacités hospitalières pour l'éveil culturel et artistique de nos tout-petits dans le lien à leurs parents? C'est là-dessus qu'on planche. On n'a pas fini de plancher, donc on se dit à très vite, en fait. Et il y a des choses très intéressantes sur l'espace dans Pistoia, mais ça sera pour une autre fois.
J'avais plein de bouquins, mais c'est pas grave. Merci Sophie. Merci d'ouvrir cette journée avec tant de questions et tant de réflexions. Je vous propose d'avoir un petit temps d'échange, mais très rapide. S'il y a des questions, si vous voulez aussi intervenir, allez-y. Malika, anciennement éducatrice de jeunes enfants, actuellement bibliothécaire. Alors ce n'est pas vraiment une question sur la profession, mais juste la référence que vous avez citée sur cet enfant qui est devenu aveugle, et la référence m'intéresse particulièrement. Donc juste pour le rappeler, que je puisse le noter. Merci beaucoup à vous. Mais ça, c'est le cadeau de Noël par excellence. Oui. J'espère qu'il me remerciera. C'est Jacques Lucéran et La Lumière fut. Bon, Jacques Lucéran n'est plus de ce monde, mais et La Lumière fut. Bon, il existe en poche chez Folio, donc pas trop cher. C'est important. Mais vraiment, pour nous tous, et bon, j'imagine que vous avez tous des... Moi, j'aime bien quand on me conseille des lectures, hein, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui vont parler après, parce que je trouve que ça nous enrichit beaucoup d'aller justement lire... On ne peut pas tout lire, donc quand on attire notre attention sur un ouvrage, et Jacques Lucéran, il est très intéressant, justement, par ce devenir... Il a perdu la vue, et comment il s'est mis à voir. La lumière fut, c'est comment il s'est mis à voir. Et il s'est rendu compte très vite que du jour où il est devenu aveugle, quand il est sorti de l'hôpital, il voulait continuer à voir comme avant. Donc il raconte qu'il jetait ses yeux en avant. Alors qu'un jour, il a compris qu'il fallait qu'il regarde plus près. Et regarder plus près, c'est regarder à l'intérieur de lui-même. Et c'est ce jour-là qu'il a commencé à voir. Donc voilà, c'est sur la vie sensorielle. C'est un très, 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 très beau témoignage de vie. Après, c'est sa vie d'adulte et tout ce qu'il a traversé. D'autres questions? Merci. Ah, tu vois, j'aurais pu parler encore 5 minutes. Il y en a encore une. J'ai coupé plein de trucs sur les 1000 jours. Après, je vais me faire gronder, j'en ai pas parlé. Mais on en parlera dans la journée, on aura d'autres occasions. Voilà. Oui, puisqu'on est sur les références, je voudrais la référence de celui qui parle de la crise de la sensibilité. Oui, Baptiste Morisot. On va faire une petite bibliographie à l'issue de cette journée. Manière d'être vivant. Merci. Manière d'être vivant. Très joli livre. Alors, Baptiste Morisot ne parle jamais des enfants, hein, parce que lui, son truc, c'est les loups. Hein. Il cherche les loups, il est complètement obsédé par les loups, il cherche les loups, et donc il piste les loups. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la question du traduire. Parce qu'en fait, il dit pister, c'est un peu comme lire. Non, c'est pas lire, c'est traduire. Et je trouve que nos tout petits, ils traduisent en permanence. Et cette question de la traduction, quand on regarde les enfants, c'est absolument extraordinaire, le rapport au corps qu'ils ont, ce corps justement en mouvement, qui ne peut penser que s'il bouge, ce corps en mouvement qui est absolument capable de penser avec tous ses sens en éveil, et comment on a l'impression qu'ils sont sans arrêt, ils font des liens d'une complexité incroyable qui leur permet de décrypter le monde et de lui donner du sens et de le comprendre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui fait la santé de l'enfance. C'est pour ça que la santé, elle est culturelle. Et j'avais vraiment envie qu'on sorte la santé d'un seul ministère. On doit tous se saisir de la question de la santé. C'est notre culture, la question des liens. Merci.